Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 18 de Bleach Thousand Year Blood War, un épisode qui couvrait les chapitres 560 à 564 du manga et qui mettait en scène le combat des Shinigami contre Masque de Masculine, The Superstar. Encore une fois, cet épisode était globalement bon pour ma part, et même si j'ai quelques réserves, j'ai globalement apprécié ce qu'on a vu ici. Mais avant d'en parler, je vous remercie comme d'habitude pour votre soutien à la chaîne, et je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like pour m'aider à booster le référencement de cette vidéo. Et maintenant que c'est dit, commençons avec la scène d'introduction, qui n'est pas dans le manga et qui nous permet un peu de faire le point sur les pertes Shinigami. C'est un petit rajout qui était bienvenu, car il faut avouer que dans le manga, tout va très vite et il y a très peu de moments de ce genre qui permettent de souffler et d'apporter plus de contexte. Donc c'est cool, et en plus on revoit Mayuri, qui prend la situation en main et transmet les nouvelles à Kyoraku. Ça nous donne aussi l'occasion de voir le nouveau capitaine commandant donner ses ordres aux Shinigami restants, et on comprend clairement que c'est la merde et que les forces du Seireitei ont grandement souffert. En somme, c'était un bon moyen de débuter cet épisode, qui ensuite se concentre bien sûr sur le combat face à Masque, que j'ai bien aimé malgré quelques soucis sur lesquels on reviendra au cours de la vidéo. On va d'abord parler de Kensei et Rose, qui malheureusement sont un peu les dindons de la farce dans toute cette histoire. Pour ce qui est du capitaine de la 9ème division, j'ai rien à redire sur son combat. Il était très bien retranscrit et les impacts de ses coups en bankai faisaient bien le taf, à la fois au niveau sonore qu'au niveau visuel. Grâce à Teken Tachikaze, il domine rapidement son adversaire, mais c'est aussi là qu'on comprend vraiment son pouvoir. The Superstar représente en fait une capacité assez particulière et qui est assez difficile à cerner au premier coup d'œil, puisqu'il s'agit d'une sorte de power-up à répétition qui agit lorsque James encourage Masque. En gros, le catcheur est virtuellement imbattable, puisqu'à chaque fois qu'il est mis à terre, James, qui je le rappelle est le vrai Stern Ritter dans l'histoire, le soutient en l'encourageant comme un fan de super-héros. Et quand il fait ça, Masque se relève et sa puissance augmente considérablement. Il peut même le soigner carrément, et pour faire simple, le seul moyen de battre ce tandem c'est de les désintégrer complètement, pour que leur pouvoir ne puisse plus être activé. Parce que même en tranchant James en 1000 morceaux, il meurt pas et peut toujours utiliser ses capacités. Il peut même se multiplier et franchement il me dégoûte, je le trouve vraiment trop malaisant avec sa gueule là. Enfin bon, voilà son pouvoir, et après un deuxième power-up, parce qu'il en avait déjà eu un contre Isagi et tout, bah il va massacrer Kensei comme un insecte avec un enchaînement de patates violentes. Une scène tristement célèbre et dans laquelle le capitaine se fait broyer. Et notez bien qu'après le power-up de Masque, le bankai de Kensei ne fait plus du tout effet, alors que plus tard Renji parvient à le blesser juste en Shikai. Mais avant d'évoquer ces histoires d'échelle de puissance, parlons de Rose, qui dans cet épisode m'a vraiment pas déçu. Et je parle en termes d'adaptation, pas de scénario, parce qu'à ce niveau-là, évidemment, il passe pour le pire des idiots, en révélant ses pouvoirs à son opposant. Mais quel plaisir de revoir Kinshara en animé. C'est un Zanpakuto que j'adore et j'en attendais beaucoup du bankai qui a clairement fait le taf. Pour le coup, le manga a été sublimé. Les effets sonores de Kinshara en mode bruit de cristaux bizarres, là, ça passait très bien, et visuellement aussi, c'était très joli. Bon, il y avait pas vraiment de musique particulière, ce qui est un peu dommage, mais j'ai apprécié le côté un peu malfaisant qu'arborait Rose dans cette scène. Puis il faut dire que dans ce combat, les Shinigami passeraient presque pour les méchants, ce qui est plutôt bien mis en avant dans l'animé aussi et ça fait plaisir. Mais ouais, le bankai de Rose, je valide et j'ai beaucoup aimé la scène, même si j'aurais adoré qu'on voit un peu plus le troisième acte de sa libération ultime, parce que j'avoue que j'ai trop envie de savoir en quoi ça consiste. Ce bankai est juste trop stylé avec les différents mouvements qui rappellent la musique classique, et même les noms de ces mouvements sont des noms qui évoquent des poèmes symphoniques existant dans la vraie vie. Bon, ça c'est pas le plus important, je voulais juste partager ça car j'adore ce personnage, mais faut bien avouer qu'il fait vraiment de la merde, et forcément en avouant à Masque que son Zanpakuto se base sur la musique, le Quincy finit par se percer les tympans et devient immunisé au bankai. Du coup, Rose se fait one-shot et adios. Ce qui est quand même pas ouf, mais bon, on va pas se relancer dans ces débats que j'ai déjà évoqués plein de fois sur la chaîne. Même si je pense que Tite Kubo aurait pu faire un peu mieux pour ces deux personnages qui là passent vraiment pour des guignols. Comme je disais, les Vizards c'est clairement les dindons de la farce, et c'est un peu symptomatique d'un des problèmes de Bleach. Il y a tellement de persos stylés qu'on peut pas tous les faire briller de manière égale, et forcément certains finissent un peu déçus car leur perso a pas été autant mis en avant que les autres. Après, en ce qui concerne l'adaptation, j'ai pas grand chose de plus à redire sur cette première partie du combat qui je pense a fait honneur au manga, et qui m'a fait passer un très bon moment. Donc passons à Renji qui est la star du jour et qu'on attendait tous de voir avec impatience. Et c'est là que j'ai quelques problèmes avec l'épisode. Rien de trop grave non plus, mais il y a tout de même de quoi être un peu déçu et je développerai en temps voulu. Ce combat, c'est le moment de gloire de Renji, celui où il dévoile son bankai final après qu'Ichibei lui ait révélé son nom complet, en tant que moine ayant nommé tout ce qui existe au sein de Soul Society. Tout ça, ça signifie évidemment un giga power-up pour Renji, qui comme vous l'avez vu fait passer Kensei et Rose pour des rigolos en quelque sorte. Alors oui, en termes d'échelle de puissance, c'est de l'abus, surtout quand on se rappelle du Renji de l'arc à rencard qui était vraiment pas ouf. Ok, il s'est entraîné de fou après ça, mais il restait toujours un cran en dessous des capitaines, alors que là il en surpasse clairement quelques-uns et dispose maintenant d'une puissance considérable. Puissance considérable qui malheureusement ne servira plus jamais. Mais bon, ça c'est une autre histoire et je sais qu'on le revoit vite fait en bankai à la fin, mais bon concrètement il fait que dalle. Donc ouais, ce power-up de ouf après son séjour à la division 0, c'est pas pour rigoler,
parler, et maintenant je pense que tous ceux qui parlaient mal de Renji dans ma vidéo du top 5 des pires Bankai comprennent pourquoi le sien n'y figurait pas, alors que celui de Kensei était évidemment dedans. D'un côté, t'as un Bankai qui one-shot Mask après 3 power-up plus son vol standing, et de l'autre un Bankai qui lui fait plus rien après seulement 2 augmentations de puissance. Bon, évidemment, il y a aussi la pression spirituelle qui rentre en jeu et Kensei a jamais mis les pieds au Ryoku. Mais quoi qu'il en soit, fini le Bankai escalier pour Renji. Et il faut dire que ça fait plaisir, surtout que le combat était ici à l'image du manga, explosif et dynamique. Pour le coup, c'était percutant et j'ai trouvé ça bien mieux que les 2 derniers épisodes. Donc c'est encourageant pour la suite car comme vous le savez, cette partie de l'arc contient de nombreux combats de fous furieux qui méritent d'être vraiment bien travaillés. Après, comme je disais, il y a quand même des points négatifs. À commencer par une bonne partie du fight entre Mask et Renji qui est tout simplement coupée. À la place, on voit Rukia transporter les capitaines blessés et ça sert vraiment à rien de montrer ça franchement. S'ils ont rajouté ça, c'est justement pour couper le combat de Renji, qui ici débute réellement sur le moment où il tranche le ventre de Mask avec Zabimaru. Sauf que dans le manga, il y a bien 4 ou 5 pages avant ça avec pas mal de dialogues, et Mask qui utilise tout un éventail de techniques sur Renji qu'il maîtrise à base de coups de coude. Alors forcément tout ça c'est plus complexe à animer que Rukia qui vole avec 2 capitaines inconscients, mais du coup j'ai trouvé ça un peu décevant. Surtout qu'en plus la transition est vraiment pas ouf. Genre le moment où Rukia repart et que tu vois le sang de Mask gicler à l'écran, j'étais un peu confus. En mode attends, il manque un truc là. Alors évidemment, si vous avez pas poncé le manga 50 fois, c'est le genre de détail qui vous dérangera sûrement pas. Certains ont même pas remarqué qu'il manquait un bout, mais c'est pourtant bien réel et je trouve ça dommage. Après, je sais bien pourquoi ils font ça, c'est une question de timing aussi et pas seulement d'animation, de temps ou de budget. Et hormis ça, faut aussi parler des plans serrés qui sont bien trop nombreux à mon goût. À la limite, ça me dérange pas trop lors des scènes de dialogue classiques, genre quand on voit la discussion entre Ichibei et Renji. Mais pendant le combat, je trouve que ça rendait l'action un peu suffocante et anxiogène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans les prochains combats, j'espère vraiment qu'ils en utiliseront pas à outrance. Parce que même si des fois c'est utile et stylé, comme par exemple quand on voit juste la bouche du perso dire le nom de sa technique, ben d'autres fois, comme j'ai dit, ça rend l'action un peu difficile à suivre et suffocante. Et perso, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir pour ces combats. Mais à part ces 2 points-là, c'était jouissif et je suis pas déçu non plus par le Bankai de Renji, que j'étais impatient de voir en action. D'ailleurs, Tite Kubo a dessiné lui-même le moment où on voit le Bankai prendre vie, ce qui est plutôt stylé, faut avouer, et le Saga Teppo c'était vraiment trop classe. Comme le fait de voir Mask péter un câble, parce qu'il faisait vraiment trop le malin depuis le début, donc c'est bien fait pour lui. Ah, il faut le dire aussi, dédicace à la musique qui jouait pendant le Bankai de Renji, et qui était pas sans rappeler Number One, le thème d'Ichigo. Et ça franchement c'est un petit détail qui m'a vraiment mis bien. L'épisode prend donc fin sur la victoire de Renji qui désintègre le corps de Mask avec son Bankai, et cette fois pas de scène post-générique spéciale avec Ichigo. À la place, on a quelques pages du chapitre 565 qui sont adaptées, et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, on voit Yua réabsorber le pouvoir qu'il avait fourni à James, comme dans le manga, mais il y a tout de même quelques différences. Déjà, Uryu est pas censé être avec Yua à ce moment-là, et ensuite la transition entre Yugram et l'empereur n'est normalement pas montrée. D'ailleurs, c'est aussi Tite Kubo qui a dessiné ce moment en personne et c'est plutôt cool, parce que comme j'ai dit, ça on le voit pas vraiment dans le manga. Après, faut dire que tout ça est un peu étonnant, parce qu'à ce stade du manga, normalement on a déjà vu Yugram tuer BG9 et Tsangdu après leur pseudo-jugement, et normalement c'est pour cette raison qu'il abandonne son combat avec Kyoraku. C'est seulement après qu'il croise Uryu, alors que Yua s'est endormi après avoir absorbé James. Du coup, j'ai l'impression qu'ils essayent de zapper cette scène du jugement des Quincy perdants, qui est pas vitale certes, mais quand même assez importante pour le perso de Yugo, donc ce serait un peu bête. Là, on le voit direct se confronter à Uryu alors qu'il s'apprête à lui dévoiler le secret des pouvoirs de Yua. Il en profite aussi pour parler de Soken Ishida, comme quoi celui-ci n'a jamais réussi à percer les secrets de l'empereur, et j'espère que c'est pas juste pour le name drop, et qu'il y aura plus de contexte sur son implication avec le Vandenreich. Ensuite, autre chose, à ce stade du manga, on est aussi censé avoir vu l'origin story de Yua, qui dans l'anime a été en partie adapté au tout début du premier épisode de cette partie 2. Mais les explications là-dessus sont données seulement à travers les keywords qui apparaissent à la moitié des épisodes. Et comme ils sont jamais traduits en français, s'ils se contentent seulement de ça pour l'origin story de l'empereur Quincy, ceux qui n'ont pas lu le manga vont rien comprendre. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas, et on voit ici un désir de raccourcir un peu toute cette partie du manga, ce qui nous mène au dernier sujet qu'on va aborder dans cette review, les leaks des futurs épisodes et la fin de la partie 2. Si vous saviez pas, il y a eu un leak dévoilant le titre des futurs épisodes il y a environ 2 semaines. Et à la base, je voulais pas le regarder et voir petit à petit si mes prédictions étaient justes, mais avec cet épisode 18 qui est le premier à les contredire, j'ai eu envie d'aller jeter un œil. Si vous voulez pas vous spoiler, je vous conseille donc de quitter la vidéo, mais visiblement cette partie 2 va bel et bien finir après le combat de Yua et d'Ichibei. Du coup on comprend pourquoi le timing est aussi serré, et là où j'imaginais par exemple 3 épisodes pour couvrir les combats contre Mask et Aznot, il y en aura au final que 2. J'espère donc qu'ils vont pas trop charcuter les prochains événements, parce que là il va vraiment se passer beaucoup de choses dans les 8 épisodes restants et j'ai bien peur que certains moments passent à la trappe. Je vous le dis, j'aurais pas cru qu'ils coupent le combat de Renji comme ça, et j'espère qu'ils feront pas des trucs similaires pour la suite car ça pourrait être assez dommageable. Après, pour voir le bon côté des choses, ça laisserait aux 2 dernières parties énormément de place pour développer des rajouts potentiels, des combats supplémentaires et surtout une fin digne de ce nom qui permettrait d'oublier la débâcle des derniers chapitres, et la conclusion très en dessous de ce que mérite cette œuvre mythique qu'est Bleach. Parce que là, après les 2 premières parties, on aurait déjà adapté 13 des 20 volumes que représente cet arc en manga. Donc vous imaginez bien tout ce qui pourrait être implémenté et j'ai aucun doute sur le fait que ça vaudra le coup.
En tout cas, je suis comme toujours impatient de voir ce qu'il nous réserve pour la suite, mais en ce qui concerne cet épisode, c'est tout ce que j'avais en stock. Maintenant, j'attends vos avis en commentaire pour voir un peu ce que vous en avez pensé, mais là, vous imaginez pas comment j'ai hâte d'être samedi prochain. On va être sur un des épisodes que j'attendais le plus et j'espère vraiment que ce sera à la hauteur. Surtout qu'après on va encore enchaîner avec le Kenpachi et clairement là faut pas se rater. Ces combats se doivent de sublimer le manga et sont facilement les meilleurs du deuxième Asso Quincy. Donc je suis impatient de les voir adaptés et on se fera sûrement un live après l'épisode 20 pour faire le point sur tout ça. Je suis aussi en train de préparer une grosse vidéo top 10 sur les vice-capitaines. Bon, ça prend du temps avec les reviews à faire en même temps et tout, mais ça sortira bientôt et ça va être du lourd. Mais en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.